Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de culture. Pourquoi célèbre-t-on l'Avent ou le Carême en violet et pourquoi le prêtre est-il en blanc pour la fête de Pâques? Pourquoi Judas est-il souvent figuré avec un vêtement jaune? Pourquoi le noir est-il la couleur du deuil? Les couleurs ne sont pas uniquement affaire de goût et d'esthétisme, elles sont codées et ces codes remontent souvent à des siècles. Partir à leur découverte, c'est mobiliser une partie de l'histoire culturelle de notre civilisation occidentale. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de le faire en compagnie d'un invité exceptionnel que je suis très honoré de recevoir, le professeur Michel Pastoureau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien médiéviste, vous êtes spécialiste des couleurs, des images et des symboles. Vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études et vous avez la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Et avant de commencer cette émission, avant même qu'on soit filmé, je vous ai dit, j'ai lu tous vos livres et c'est vrai, j'admire beaucoup ce que vous... Non, j'admire beaucoup ce que vous faites. Et peut-être, j'ai pour commencer, une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la couleur? Je viens d'une famille où il y avait plusieurs artistes peintres, mes grands-oncles, et mon père lui-même avait plusieurs amis artistes peintres. Donc, petit garçon, j'ai joué dans des ateliers d'artistes, magnifique terrain de jeu pour un petit garçon, et appris à classer les couleurs, faire des bêtises avec les couleurs, mélanger deux couleurs pour en faire une troisième. Donc, ça vient de très loin chez moi, cette attirance pour les couleurs. Et donc, par la suite, j'ai continué à m'intéresser aux couleurs. Quand j'étais élève au lycée, en classe de 4e, au cours de dessin, un professeur m'a fait découvrir l'héraldique, qui est devenu chez moi une passion d'adolescent, comme on en avait dans les années 60. Et couleurs, héraldique, animaux aussi, qui est un de mes autres centres d'intérêt, ont fini par faire mes sujets de recherche lorsque j'étais étudiant. J'ai consacré ma thèse à l'École des Chartes au bestiaire héraldique médiéval. Et depuis, mes 3 terrains de recherche sont l'histoire des animaux d'un côté, l'histoire des couleurs de l'autre, et en 3e lieu, l'histoire des emblèmes et des symboles. Il y a une sorte de lien entre les uns et les autres. Oui. Alors peut-être la première question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en lancement? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la couleur, c'est codé et c'est quelque chose qui est culturel? Oui, ça n'est pas que cela, mais les sociétés, les religions ont besoin de codes colorés pour organiser l'espace et le temps. Je crois que la première fonction des couleurs dans une société donnée, c'est de classer, d'ordonner, de hiérarchiser, d'associer, d'opposer. Les couleurs liturgiques, c'est un peu cela. Ça sert un peu de prétexte, si vous voulez, pour passer en revue une série de couleurs. Mais c'est vrai que c'était aussi un peu cette idée-là, d'expliquer pourquoi tel temps a telle couleur. Oui. Mais ça n'est possible qu'à partir du moment où la couleur est conçue comme une abstraction, un concept. Les couleurs dont les nuances ne comptent pas. C'est vrai de la liturgie, c'est vrai de l'héraldique, c'est vrai des drapeaux, c'est vrai des panneaux du code de la route. La nuance n'a aucune importance. Or ça, c'est quelque chose d'assez récent en Occident, et ça n'est pas vrai de toutes les sociétés de la planète. Nous pouvons tous dire aujourd'hui, nous, en Occident, j'aime le bleu, j'aime le rouge, je déteste le violet. Mais un Romain, par exemple, ne peut pas dire ça. Il va dire j'aime les fleurs rouges, j'aime les toches blanches, je n'aime pas les vêtements bleus des barbares. La couleur n'est pas séparable de son support ni de sa matérialité. Et un des sujets de recherche un peu pointus qui m'occupe en ce moment, c'est justement ce passage de la couleur, disons, adjectif, pour prendre la grammaire, vers la couleur substantif. En latin classique, les termes de couleur sont des adjectifs, et en latin médiéval, ils peuvent devenir aussi des substantifs. Et à partir de ce moment-là, on peut construire des codes sur la couleur. La nuance ne compte plus, et on peut dire le rouge, le vert, le noir, le blanc, ce qu'on ne peut pas vraiment dire en grec et en latin classique. Alors ça, c'est important. Et puis il y a une deuxième chose que j'ai apprise aussi en lisant vos livres, c'est est-ce que la civilisation a la possibilité, la capacité technique de faire les couleurs? Parce que c'est vrai que nous, par exemple, c'est évident que le bleu, nous l'aimons, c'est une couleur difficile à faire.
Oui, alors il y a ces problèmes de matérialité, de disponibilité des pigments et des colorants dans la nature, de savoir technique aussi, et ça explique des choix, des distributions et même des significations depuis le paléolithique. Mais à partir du moment où la couleur devient quelque chose de plus abstrait, les problèmes matériels disparaissent un peu, puisque la nuance ne compte pas. L'effet coloré s'inscrit dans une gamme de coloration assez large. Le rouge liturgique, qui peut être un peu rose, un peu orangé, clair, foncé, ça n'a aucune importance. Le rouge des drapeaux ou des armoiries, c'est pareil. La nuance ne compte pas. Donc les artistes et les artisans ont une assez grande liberté. Et en matière de couleurs liturgiques, on a affaire à la teinture. Et donc le rouge, le blanc, le noir ou le violet ou le vert soit de telle ou telle nuance plus soutenue, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Alors on va commencer par ces couleurs liturgiques. Enfin, on va les prendre peut-être un peu dans l'ordre. Mais d'abord, avant de commencer cette revue des couleurs, d'abord une surprise. Alors je suis pas comme tout le monde, et vous non plus, parce que nous sommes tous les deux gauchers. Mais moi j'ai une autre particularité. Je suis pas comme la majorité des occidentaux. Je préfère le rouge au bleu. Mais tout le monde, paraît-il, aime le bleu. Et ce qui est assez curieux, c'est que dans les couleurs liturgiques, il n'y a pas de bleu. Oui, tout le monde n'aime pas le bleu, mais c'est vrai que dans les enquêtes d'opinion, en Occident en tout cas, la moitié de la population à peu près a le bleu pour couleur préférée, et les résultats sont à peu près les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et surtout, pour l'historien que je suis, ce qui est passionnant, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, le bleu écrase tout. Les résultats sont toujours les mêmes. Le bleu, 50% à peu près, puis le vert, beaucoup plus loin, qui est ma couleur préférée, et ensuite le rouge, la vôtre, voilà. Et puis le noir, le blanc et le jaune, pour prendre les 6 couleurs de base. Alors, pas de bleu dans le système des couleurs liturgiques, probablement parce que ce système s'est construit à des moments où le bleu n'avait pas encore opéré sa promotion. Pour avoir en Occident une valorisation de la couleur bleue, et même la possibilité de construire un peu de symbolique autour de cette couleur, il faut attendre les 12e, 13e, 14e siècles. J'ai appelé ça, quand j'étais jeune, la révolution bleue, qui s'exprime dans tous les domaines à la fois. Le code des couleurs liturgiques, il est un peu antérieur, donc c'est trop tôt pour le bleu. Et il va s'articuler ce code autour des 3 couleurs de base, le blanc, le rouge, le noir, plus la couleur soupape, en quelque sorte, la couleur en plus, le vert. Si ça avait été un peu plus tard, le bleu aurait pu trouver sa place dans le système des couleurs liturgiques, mais comme on est là entre l'époque carolingienne et les lendemains de l'an 1000, c'est un peu tôt pour la couleur bleue. Et c'est là où on voit que, par exemple, les vierges que l'on connaît, genre la Vierge de Lourdes, ou toutes les vierges, disons, à partir du XVIIIe siècle, elles sont plus tardives, et on voit qu'elles sont plus tardives parce qu'il y a beaucoup de bleu. Oui, il faut distinguer les couleurs liturgiques et les couleurs iconographiques. Oui. Et la couleur liturgique de la Vierge, c'est le blanc, et dans la longue durée. Oui. Sa couleur dans les images a varié à des vierges d'un peu toutes les couleurs du Haut Moyen-Âge, succède à l'époque romane des vierges rouges, puis à l'époque gothique des vierges bleues, puis à l'époque baroque des vierges dorées, et puis quand est adopté le dogme de l'Immaculée Conception, plutôt le blanc. Et on a parfois d'ailleurs certaines sculptures, j'en connais une au musée diocésain à Liège, où les couches se sont empilées au fil du temps, et habilement les restaurateurs ont laissé apparentes les couches du dessous, et alors on voit la Vierge, le manteau en tout cas, se colorer comme ça, d'abord là c'est rouge, puis bleu, puis doré, puis blanc. Dans ces cas-là, c'est une volonté face à un sens, ça a une signification, ou c'est de l'esthétique, justement? Parce que on n'en a pas encore parlé. Il y a à la fois le côté signification, sens, et puis il y a aussi le côté esthétique. Alors on a commencé en disant que actuellement on préfère le bleu, mais cette Vierge qui change de couleur, si j'ose dire, ça signifie quoi? Non, ça n'est pas esthétique, c'est iconographique. Oui. La couleur devient un attribut, elle va permettre de dire qui est la Vierge dans l'image, si on hésiterait.
Ouais. C'est vrai aussi des autres personnages. Donc on est dans du code. Alors l'esthétique va être dans la façon de traiter le bleu, de l'associer, de le faire plus ou moins beau, éventuellement de choisir tel ou tel pigment plutôt que tel ou tel autre par le peintre. Et on a des tableaux, je sais pas, de la Renaissance italienne où on a une Vierge à l'enfant, magnifiquement vêtue de bleu au centre du panneau, et puis tout autour d'autres bleus. Et si on fait des analyses en laboratoire, on s'aperçoit que c'est pas le même pigment pour la Vierge et pour les éléments périphériques. On honore la Vierge en choisissant un pigment qui coûte très très cher, le lapis lazuli, et pour les autres éléments bleus, on choisit des pigments meilleur marché, de l'azurite ou des bleus végétaux, par exemple. Alors, on va commencer avec nos couleurs liturgiques et on va commencer par le vert. Je vous propose qu'on regarde déjà des images que les téléspectateurs de KTO regardent assez souvent. On va se tourner vers le moniteur, là, et puis on va regarder des images avec du vert. Voilà, alors... Voilà, on voit donc que c'est une chasuble verte. Vous en déduisez à quelle époque de l'année nous sommes? Eh bien, dans le cycle de l'année liturgique, nous sommes dans les jours ordinaires, c'est-à-dire ceux où les autres couleurs ne conviennent pas, ni le blanc, ni le noir, ou le violet, ni le rouge. Donc, on prend la quatrième couleur, la plus fréquente tout au long de l'année liturgique, la couleur verte. Et les plus anciens textes qui nous parlent du code des couleurs liturgiques, qui datent donc des environs de l'an 1000 et surtout de la fin du XIIe siècle, soulignent que le vert, c'est la couleur en plus, c'est la couleur qui convient quand les autres ne conviennent pas. Et un très grand pape, Innocent III, mais il n'est pas encore pape quand il écrit son traité sur la messe, il est seulement que cardinal. Oui. À la fin du XIIe siècle, il a écrit un traité sur la messe et il est bavard sur les couleurs liturgiques. Et il explique que les usages du diocèse de Rome devraient être ceux de tous les diocèses de la chrétienté romaine. Donc il décrit longuement les usages du diocèse de Rome et il explique que le vert, c'est pour les jours ordinaires. Parce que, dit-il, et c'est très intéressant, le vert est une couleur moyenne entre noir, blanc et rouge. Il imagine une sorte de triangle avec les trois pôles et le vert serait au milieu. Alors, ce que vous dites est très important parce que nous, on a des habitudes de hiérarchisation des couleurs liées en particulier au spectre, donc à des choses techniques. C'est à partir de Newton qu'on sait ça. Alors que le Moyen-Âge est plus flottant, on peut dire, sur les couleurs et sur leur mélange. En tout cas, le Moyen-Âge ne classe pas les couleurs comme on le fait à partir de la fin du XVIIe siècle, lorsque Newton découvre le spectre, qui est resté pour nous l'ordre scientifique de base, en tout cas en physique et en chimie. Mais avant, on s'appuie sur l'ordre d'Aristote, qui est complètement autre, qui classe les couleurs sur un axe en allant du blanc au noir. Le rouge est au milieu, et on a cet ordre blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Et quand on est historien de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est cet ordre-là, bien sûr, qu'il faut prendre. Ça veut dire que le vert, par exemple, n'est pas entre le bleu et le jaune. Oui. Personne ne mélange du bleu et du jaune pour faire du vert. Une idée pourtant qui nous est restée très, très familiale. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en vous lisant, mais ça paraît évident. Et en fait, vous montrez que... parce qu'il y a des gens qui ont bien compris, qui l'ont fait, et en particulier des teinturiers, et ils sont punis. C'est pas bien de faire ça. Non, parce que les métiers de la teinturerie sont très contrôlés, surveillés, cloisonnés, spécialisés, où on est teinturier de bleu, où on est teinturier de jaune, mais pas les deux. Donc les cuves de bleu et de jaune ne sont pas dans les mêmes officines. Oui. Et c'est tricher que de plonger l'étoffe d'abord dans du bleu, puis ensuite dans du jaune pour faire du vert. On sait faire du vert, on procède autrement. Donc, des choses qui, pour nous, sont de l'ordre de la vérité, n'en sont pas. Et dans 5 ou 10 siècles, nos successeurs riront de ce que nous croyons ou de ce que nous faisons en 2016, aujourd'hui, en matière de couleurs. C'est la sagesse que nous apprend l'histoire culturelle. Voilà. On va revenir à ce vert. Le vert a aussi une autre valeur, et pour la découvrir, je vous propose que cette fois-ci, on entende un texte. On a vu des images, on entend aussi des textes. C'est le texte extrêmement célèbre de la Genèse, c'est le chapitre 1, les versets 11 à 13, c'est le moment de la création, et il y a du vert dans la création. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce,
portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Alors, on voit que dans ce texte, on parle de verdure. En fait, dans le texte, on parle pas de vert. Hein. C'est un mot qui, en hébreu, est toujours difficile à traduire. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est important parce que le texte de la Bible n'est pas un texte immobile. Et en matière de couleur, il a tendance à enrichir sa palette au fil des versions et des traductions. Dans les versions anciennes, en araméen, en hébreu ou encore en grec, il y a très peu de termes de couleur. Puis les traductions latines en ajoutent quelques-uns, et les traductions vernaculaires, encore tout un stock. Oui. Et là où l'hébreu ou l'araméen dit pâle, le latin a tendance à dire viridis, donc couleur verte, et ainsi de suite. Hein. Donc il faut se méfier quand on étudie les textes bibliques. À quel état du texte a-t-on affaire hein? Les mots changent. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai pour tout le reste aussi. Hein. Oui, bien sûr. Pas uniquement que pour les couleurs. J'ai pris ce texte, évidemment, parce que le vert, pour nous, c'est la couleur de la nature. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, pas du tout, parce que la nature, ce n'est pas la végétation pendant des siècles et des siècles. La nature, ce sont les 4 éléments. L'air, la terre, l'eau et le feu. C'est ça qui fait la nature. Donc la nature, elle a 4 couleurs pendant des siècles et des siècles, dont le vert, parce que le vert est la couleur de l'eau, de l'Antiquité romaine jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle. Ce qui est très surprenant pour nous, parce qu'un lac vert, c'est plutôt un lac ou pollué ou dans lequel il ne faut pas se baigner. Il vaut mieux se baigner dans la mer bleue. Oui, et dans nos codes de représentation, l'eau est bleue. Et ça, c'est la cartographie qui a un peu changé les choses. Sur les cartes et les portulans anciens, l'eau est verte. Et puis, quand on s'est mis à faire aussi les forêts en vert, il y a eu un peu de confusion. Et alors, peu à peu, on a distingué les forêts de l'eau et on a gardé le bleu pour l'eau, mer, étang, rivière, marécage, etc. Et les forêts sont restées vertes, elles. Alors, pardon, parce qu'on va revenir sur le vert, mais là, ça me fait penser à quelque chose de très important. Moi, quand je vois la mer, je la vois bleue. Ah oui, vous la voyez, moi je la vois plutôt grise, ou entre gris, bleu et vert. Et puis, vous savez, avec ces petits appareils, je ne vais pas donner de marque, ces téléphones qui vous permettent de prendre des photos, je sais que les filtres tendent vers le bleu pour l'eau, c'est-à-dire qu'on triche pour que vous la voyez, pour que vous la voyez plus bleue. Alors, est-ce que ça veut dire que, justement, l'histoire culturelle influe aussi sur notre perception des choses? Bien sûr, l'histoire culturelle, c'est quelque chose de très important, et je suis même de ceux qui pensent que ce que nous appelons l'histoire naturelle, c'est une forme d'histoire culturelle parmi d'autres, parce que ça change au fil des savoirs et des siècles. Donc ce n'est pas de la vérité en matière de zoologie, de botanique, de chromatique. Donc la mer n'est pas bleue et la forêt n'est pas verte? Voilà, non, ce sont des conventions. Il y a aujourd'hui, en 2016, des sociétés qui voient la mer de toute autre couleur, et même la végétation de différentes couleurs, beaucoup plus dans la gamme des bruns que dans la gamme des verts. Ce qui en soit est exact. Oui, mais donc pour nous, la végétation est verte, mais la nature, pendant longtemps, ce n'est pas la végétation, c'est beaucoup plus que cela, et il faut vraiment attendre l'époque romantique pour qu'on commence à assimiler monde végétal et idée de nature. Et à partir de là, donc fin 18e, début 19e siècle, la nature devient verte, et elle est fortement restée pour nous. Le vert est la couleur de la nature, et le retour au naturel, au biologique, à l'écologique se fait par le biais du vert, auquel nos sociétés d'aujourd'hui en Occident confient le soin de sauver la planète, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire que on le voit par exemple en Allemagne ou en Belgique, le nom des écolos, c'est vert, c'est les verts. Voilà. Au point d'ailleurs que les mouvements écologistes ont presque confisqué la couleur verte à leur profit. Si on dit « j'aime le vert », ce qui est mon cas, tout de suite je reçois une étiquette écologiste. Je n'ai rien contre l'écologie, mais on peut aimer le vert pour de toute autre raison. Avant de quitter le vert, une dernière question. Pourquoi est-ce que les feux de circulation nous donnent le vert pour nous permettre de passer?
Ils le sont parce qu'à partir d'un certain moment, le vert a été pensé comme contraire du rouge. Là, c'est la théorie des couleurs primaires et des couleurs complémentaires qui est en jeu. Elle apparaît lentement au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, et elle sert à construire des codes de signalisation, d'abord sur mer, puis pour le chemin de fer, et enfin pour la route. Et le rouge, couleur primaire ayant pour complémentaire le vert, ça finit par former un couple de contraires. Alors, dans la signalisation maritime, ferroviaire, routière, le rouge étant depuis très très longtemps, en tout cas pour ce qui est de la mer, la couleur de ne pas passer, de l'interdiction, son contraire, le vert, va devenir couleur de la permission, laisser passer, donner le feu vert. Mais c'est uniquement parce qu'il est pensé comme contraire du rouge. Dans les sociétés anciennes, si on avait dit le vert, c'est la couleur de la liberté, du laisser-passer, de la permission, ça aurait beaucoup choqué. Non, ça n'est possible qu'à partir du XVIIIe siècle. On va passer à une autre couleur et on va regarder d'autres images. On va regarder alors une couleur liturgique qui en fait est double, hein, c'est le blanc et l'or, puisque vous m'avez appris que c'est à peu près la même couleur. Oui, plus ou moins. Oui. Souvent, l'or, c'est plus blanc que blanc. Quand on veut faire un super blanc, comme dirait Coluche, eh bien, il faut trouver des solutions. Et dans les images en Occident, mais aussi dans les rituels, plus blanc que blanc, c'est l'or. C'est un super blanc. Alors, on regarde quelques images. Hein. On voit des images. Là, là aussi, je crois que ce sont des images qui se passent à Notre-Dame de Paris. On voit des images où les gens sont en blanc, et vous voyez qu'on peut aussi alterner du blanc à l'intérieur avec une tunique d'or. Enfin, ça ne change pas la couleur liturgique. Quel est le sens de ce blanc, de cet or ? Alors, le blanc qui est associé aux grandes fêtes de l'Église, et notamment aux fêtes du Christ et de la Vierge, et qui devient or dans les plus grandes solennités, dans les époques contemporaines, c'est l'idée de pureté qui est là au départ. Le blanc, c'est la pureté, la virginité, le sacré, c'est aussi le silence et bien d'autres choses, mais dans la liturgie, c'est cette idée-là. Donc, les fêtes du Christ, naturellement, se fêtent en blanc, et donc en or quand elles sont particulièrement solennisées, en quelque sorte. Et pour la Vierge, à partir de la fin du XIIe ou du XIIIe siècle, c'est la même chose, liturgie en blanc, oui. Pas en bleu, qui est sa couleur iconographique. Alors même que c'est une couleur assez difficile à avoir, si j'ose dire. Et même actuellement, il suffit de se tromper dans une machine à laver et le blanc devient du bleu ou du vert ou du rose. C'est une couleur qui est difficile à obtenir pour des vêtements, pour des... Oui, en teinturerie, pendant très longtemps, on a eu du mal à teindre dans des blancs bien blancs. Alors, pour ce qui est de l'Église et de la liturgie, on faisait un effort et on utilisait des matières de qualité, mais la nature ne fournit pas grand-chose pour teindre bien en blanc des plantes de la famille des saponaires, ou bien du blanchiment à base de produits crayeux ou de chaux, mais qui abîment en général le tissu. La découverte du chlore comme quelque chose qui aide à blanchir les étoffes, ça n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, même pour l'utilisation. On utilise pendant très longtemps le blanchiment sur le pré en utilisant la rosée du matin et la lumière du soleil, mais ça n'est possible que l'hiver et dans grande surface. Donc, pendant des siècles et des siècles, notamment sur le plan ecclésiastique et liturgique, tous ceux qui doivent être en blanc ne sont qu'en presque blanc. Par exemple, les moines cisterciens qui doivent porter l'habit blanc, sont les moines blancs, sont en blanc cassé, en écru, en demi-gris, en blanc bleuté. Alors, je reviens toujours sur comment l'histoire culturelle nous fait voir le monde. Est-ce que les médiévaux le voyaient blanc ? Est-ce qu'ils l'associaient à du blanc, alors que pour nous, comme vous dites, on l'associerait à de l'écru, et quelquefois même presque à du marron, oui, marron clair. Il faut distinguer les blancs de la nature, qui peuvent être vraiment blancs, la neige par exemple, oui. Certaines fleurs, et puis les blancs fabriqués par l'être humain, qui ne sont pas tout à fait blancs, et c'est un grand souci d'ailleurs de la part des teinturiers, d'essayer de se rapprocher des blancs de la nature et de ne pas arriver, alors que les peintres, eux, y parviennent grâce à certains pigments, parfois qui coûtent très cher, à base d'os ou d'ivoire par exemple, ou de plomb surtout, ce qui est plus ordinaire. Mais donc, peindre en blanc, surtout en petite surface, c'est possible. Teindre en blanc, pendant très longtemps, ça a été un exercice difficile.
ça va être la même chose pour le noir. Ben voilà, on va arriver à la contrepartie, blanc et noir. D'abord, une première question. Alors, c'est tellement... Enfin, tout le monde sait ça, je ne sais même pas si c'est vrai. On dit le noir, chez nous, est la couleur du deuil, alors que je ne sais plus si en Chine ou en Orient, c'est le blanc qui est la couleur du deuil. Est-ce que de quand vient cette sorte d'opposition blanc positif, noir négatif chez nous? Ça a toujours été comme ça? Non, pas du tout. D'abord, il faut penser blanc et noir comme un couple de contraires, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Dans l'Antiquité, et encore pendant une bonne partie du Moyen-Âge, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge. Toutes sortes de témoignages nous le prouvent. Au jeu d'échecs, par exemple, quand il arrive en Occident, vers l'an 1000, s'opposent sur l'échiquier, c'est un jeu asiatique, un camp noir et un camp rouge. Pour la culture occidentale, ça signifie rien du tout, noir contre rouge. Donc, on change une couleur, on fait ce qui est un contraste le plus fort, blanc contre rouge. Ça, c'est un vrai contraste de couleurs. Et noir contre blanc, faut attendre la fin du Moyen-Âge ou le début de l'époque moderne au jeu d'échecs, parce qu'entre-temps, l'imprimerie est passée par là, qui, au fond, accentue cette opposition entre les deux couleurs. Donc, le noir n'a pas toujours été le contraire du blanc. Et le noir et blanc ne font un monde en soi, parfois opposé au monde de la couleur, qu'à partir des dates assez récentes. Il faut attendre au fond que Newton découvre le spectre. Oui, donc ces idées que le noir et le blanc sont des non-couleurs, qui nous paraissent assez évidents. C'est en train de s'atténuer d'ailleurs, mais ça a une histoire assez courte. Hein. Quand Newton découvre le spectre en 1666, il découvre un nouvel ordre des couleurs, qui est resté l'ordre scientifique de base jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le blanc, ni pour le noir. Il a décomposé la lumière du soleil en rayons colorés. Il a trouvé les couleurs de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Pas de noir, pas de blanc. Ce ne sont plus des couleurs pour la physique. Mais ça va avoir des influences sur la vie quotidienne. Progressivement, on va se mettre à considérer le noir et le blanc comme ayant un statut à part, puis comme des non-couleurs. Alors, est-ce qu'on peut faire l'histoire du noir? Parce que là, c'est aussi un de vos livres, hein, vous expliquez cette histoire. On se rend bien compte que vous avez dit, hein, c'est une couleur assez difficile à obtenir. Oui. Et puis, il y a des moments de grande mode, je pense, 15e, 16e siècle, les protestants, tout le monde est en noir. Est-ce qu'on peut faire un peu cette histoire-là? Oui, comme toutes les couleurs, le noir est ambivalent. Hein. Chaque couleur, dans toute société, a ses bons et ses mauvais aspects. Oui. En Occident, le noir, c'est d'un côté la mort, le monde souterrain, la faute, le péché, etc. Mais de l'autre, c'est l'autorité, l'élégance, le luxe, ou bien la tempérance, l'humilité, la modestie. Tout ça, ce sont des vertus ou des choses prises en bonne part. Donc, on a toujours deux noirs. Et pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, et ça va avoir des conséquences liturgiques et ecclésiologiques, le noir est plutôt pensé comme humilité, tempérance. C'est le noir monastique, c'est le noir non seulement des bénédictins, mais bien d'autres ordres monastiques. Et puis, ça va devenir, à la fin du Moyen-Âge, chez les laïcs, une couleur luxueuse, une couleur princière, avec d'abord des fourrures noires, puis les teinturiers qui, pendant longtemps, n'arrivaient pas à faire de beau noir, vont y parvenir parce que la société le leur demande. Et donc, il y a toute une période d'un noir curial, d'un noir princier et royal, à la cour de Bourgogne au XVe siècle, à la cour d'Espagne au XVIe siècle. Charles Quint et Philippe II sont des souverains toujours habillés en noir. Alors qu'ils sont pas en deuil. Voilà. Enfin, je veux dire, mais à la même époque, Luther est aussi un homme toujours habillé en noir. Exactement. Mais c'est un autre noir. C'est le noir de la modestie, de l'humilité, du bon chrétien qui cherche à ne pas se faire remarquer par des couleurs trop vives. C'est le noir protestant, en quelque sorte. Pourquoi? C'est parce que c'était cher? Pourquoi cette vogue du noir dans les cours européennes? C'est vrai que c'est élégant, c'est distingué, et puis ça a aussi tendance à gommer les imperfections du corps, puisque ça supprime les ombres. Oui, mais le phénomène part d'Italie au XIVe siècle. Des lois somptuaires réglementent l'utilisation à la fois des couleurs, mais surtout des matières colorantes. Et alors, ceux qui ne sont pas nobles ou patriciens
n'ont pas droit à certaines colorations rouges et bleues obtenues à partir de colorants de très grand prix. Alors, par réaction, ils font exprès de s'habiller de noir. Et ça lance la mode des noirs. Et les milieux princiers reprennent cette mode à la fin du XIVe siècle, à la cour de Milan, par exemple. Et puis, ça influence les autres cours européennes. Et donc, au XVe siècle, dans toutes les cours d'Europe, on s'habille de noir, notamment à la cour de Bourgogne, mais alors des noirs très, très riches. Et la cour de Bourgogne, transmettant son protocole et ses systèmes de valeurs à la cour d'Espagne, au début de l'époque moderne, c'est la cour d'Espagne qui lance cette mode du noir, qui va durer jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et qui a aussi tendance à revenir. Je ne cite pas une marque de vêtements bien connue qui s'est spécialisée là-dedans, enfin dans le costume, surtout masculin, en noir. On voit qu'il y a quelque chose, enfin, là aussi, il y a des allées et des retours, voilà, des donc, couleurs. Dans nos sociétés les plus contemporaines, ce noir du luxe n'a pas disparu pour... les smokings, la petite robe noire, les tenues élégantes, les emballages de parfums de luxe, le caviar, tout ça, ça a à voir avec le noir, certaines voitures officielles. Donc il y a le noir du luxe et il y a le noir de l'autorité aussi. Les juges en noir, ça a une longue durée. Moi, je suis persuadé que sur les terrains de sport, les arbitres qui ont cessé de s'habiller en noir ont perdu une partie de leur autorité. Ils auraient mieux fait de rester en noir. Ah ben, il y a quelque chose de, comme vous dites, de juridique, enfin, ou de pouvoir, autorité, pouvoir, loi. Oui, tout à fait. C'est un autre aspect de la couleur noire, l'autorité, éventuellement la majesté, la détention d'un pouvoir quelconque. Donc ça, ce sont les aspects plutôt positifs du noir. Et à l'opposé, il y a la faute, le péché, la mort, le deuil, les funérailles. On va y venir et on va regarder aussi des images. Alors, ce qui me frappe beaucoup, on va les regarder à la télé, c'est que, bon, à partir de la réforme de Vatican II, on abandonne le noir et on le remplace la plupart du temps pour le violet. Est-ce qu'il y a une raison pour ces questions? Oui, il y a des antécédents. Quelques grands traités de liturgie, déjà au Moyen-Âge, expliquent que les jours ou les temps où le noir convient comme couleur liturgique, on peut éventuellement le remplacer par le violet, parce que dans les sociétés anciennes, le violet n'est jamais pensé comme un mélange de rouge et de bleu, comme pour nous, on a appris dès l'école maternelle à mélanger du rouge et du bleu pour faire du violet. Mais dans les sociétés anciennes, le violet, c'est un mélange de bleu et de noir. Et le mot latin normal pour dire violet, c'est subniger, sous-noir, demi-noir, en quelque sorte. D'où dans la liturgie la possibilité de remplacer le noir par le violet, pensé comme un peu moins dur ou inquiétant. Et dans les pratiques du deuil, jusqu'à des dates encore récentes, grand deuil noir, demi-deuil violet. Donc c'est un héritage très ancien et qui nous rappelle les classements de la couleur qui n'étaient pas les nôtres. Le violet, c'est pas du rouge et du bleu mélangé, c'est du bleu et du noir mélangé. Alors, vous l'avez dit, le noir a des valeurs très très positives et puis aussi une valeur très négative et très inquiétante. Liturgiquement, c'est la couleur de la passion, c'est aussi la couleur que l'on revêt pour les funérailles, donc c'est plutôt la couleur de la mort d'une certaine façon. C'est un des aspects du noir, c'est la couleur de la mort, donc pour le vendredi saint, pour les messes des morts. Voilà. C'est aussi la couleur qu'on retient pour les temps d'affliction et de pénitence, ou les temps d'attente, l'Avent et le Carême, par exemple, et éventuellement remplacé par du violet. Donc, il y a là une longue tradition. D'où ça vient? La mort n'est pas particulièrement noire, elle peut être blanche. Oui, dans certaines sociétés, elle est blanche. En Occident, elle est associée quand même au monde souterrain, aux ténèbres, à ce qu'il y a en dessous. Donc, elle est dans un premier temps noire. Après, quand on va vers le ciel, vers le paradis, elle change de couleur en quelque sorte. Mais il y a des sociétés où la mort est pensée d'autres couleurs, et notamment dans une large partie de l'Asie, la mort et le deuil se pratiquent ou s'expriment en blanc, en quelque sorte. Dans votre histoire culturelle sur le noir, vous expliquez bien que ce côté très négatif du noir explique aussi certains phénomènes de racisme. Le fait que qu'il y ait des noirs, on les a associés aussi à quelque chose de négatif, à du mort, enfin de quelque chose qui est lié à la mort, etc. À la mort ou au péché, c'est assez récent parce que le racisme construit sur la couleur de la peau, au sens où nous l'entendons aujourd'hui,
ça n'est pas antérieur, au fond, au colonialisme. C'est-à-dire, il faut attendre 16e, 17e, voire 18e siècle pour qu'on commence à faire des jugements sur la couleur de la peau. Avant, c'est pratiquement inconnu. Ce qui compte au Moyen-Âge, c'est la religion. Est-ce qu'on est chrétien? Est-ce qu'on n'est pas chrétien? Si on n'est pas chrétien, de quelle religion relève-t-on? La couleur de la peau n'a pas d'importance. C'est un phénomène vraiment moderne. Et puis dans l'Antiquité, avec les guerres, notamment dans l'Empire romain, les choses se passent encore autrement. La religion n'est pas vraiment en cause. Ce sont des problèmes de pouvoir, d'État, de territoire. Donc le racisme construit sur la couleur de la peau, c'est un phénomène qui n'est pas antérieur au XVIe siècle. Alors, on va arriver à la dernière couleur, et je tiens depuis le début de cette émission dans les mains votre dernier livre, hein, c'est le rouge, Oui. Histoire d'une couleur. Alors, c'est richement illustré, on voit beaucoup d'images rouges. Peut-être pour commencer à parler du rouge, je vous propose qu'on écoute un autre texte issu de la Bible. Cette fois-ci, on va entendre du Nouveau Testament. C'est le livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 17, les versets 4 à 7. C'est cette fameuse vision de la femme, la prostituée, qui est une image de Babylone, qui est assise sur une bête écarlate, donc de couleur rouge, et elle-même est vêtue de couleur rouge. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je restais confondu. Alors l'ange me dit, « Pourquoi cette stupeur ?» Voilà, alors on a entendu ce texte. Je pense que vous seriez d'accord pour dire que cette femme est une image négative, et donc que la couleur, enfin, qu'elle soit vêtue d'écarlate, de pourpre et d'écarlate, que la bête qu'elle chevauche soit rouge, c'est plutôt mauvais signe pour la couleur rouge. Oui, comme on l'a dit pour le noir, le rouge est ambivalent. Oui. C'est peut-être même la plus ambivalente de toutes les couleurs, avec ses bons et ses mauvais aspects, probablement parce que le rouge a 2 référents très forts, le sang d'un côté, le feu de l'autre. Or, il y a un bon et un mauvais sang, et un bon et un mauvais feu, donc ça fait 4 pôles rouges, autour desquels la symbolique chrétienne va s'organiser. Oui. Les pères de l'Église en parlent déjà. Le bon rouge sang, c'est évidemment le sang du Christ, qui est salvateur, qui est rédempteur, c'est l'amour divin, c'est la caritas. Le mauvais rouge sang, c'est le sang... c'est le rouge des crimes de sang, des tabous sur le sang, de la colère, de la violence, etc. Le bon rouge-feu, c'est celui de l'Esprit Saint, qui est régénérateur, qui est salvateur aussi. Et puis le mauvais rouge-feu, bien sûr, ce sont les flammes de l'enfer qui brûlent sans éclairer, comme dit la tradition. Donc la grande prostituée de Babylone, elle est rouge, c'est un très mauvais rouge. C'est le rouge des crimes de sang, du sang qui va couler, des bêtes infernales, etc. On peut observer d'ailleurs que en matière d'amour, toute la palette est rouge, la palette de l'amour. Oui. On a d'un côté l'amour divin, donc la caritas, qui est rouge. On a la passion entre 2 personnes qui est rouge. On a l'érotisme qui est rouge, la luxure qui est rouge. Et en bout de course, la prostitution, les maisons de prostitution qui doivent s'emblématiser par une enseigne ou une lanterne rouge pendant longtemps, les prostituées elles-mêmes qui, en certaines villes d'Allemagne ou d'Italie, dès la fin du Moyen-Âge, doivent se distinguer des honnêtes femmes en portant une pièce de vêtement rouge. Donc on a tout l'amour, d'un bout à l'autre, est associé à la couleur rouge. Alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on a une couleur aussi ambivalente, alors que vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de nuance possible, parce qu'on aurait pu tricher en se disant le rouge-violet, voilà, c'est plutôt le gentil rouge, et le rouge-rouge, c'est le méchant rouge. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est le contexte, bien sûr, et ça vaut pour toutes les couleurs. Oui. Hors contexte, une couleur ne signifie rien. Elle a des possibilités de signification, mais c'est l'emploi que l'on en fait, c'est le contexte qui lui donne tout son sens, hein. Exactement comme
les mots. Les linguistes disent souvent les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. Et ce sont les emplois qui leur donnent leur signification. Les couleurs, c'est la même chose. Elles ont des potentialités et c'est le fait de les introduire dans tel ou tel contexte ou emploi qui va actualiser telle possibilité plutôt que telle autre. Pourquoi est-ce qu'on associe le rouge à des questions plutôt de violence, de la couleur qui excite, il ne faut pas porter de rouge, ça énerve, des choses comme ça? Est-ce que c'est cette idée que tout ça va se terminer dans le sang, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres phénomènes qui vont se mettre en place après le Moyen-Âge? C'est très culturel, c'est-à-dire le rouge tonique qui excite dans le bon ou dans le mauvais sens, oui. C'est vrai en Occident. Ça n'est pas vrai de toutes les cultures. Oui. Il y a des cultures où certains blancs sont beaucoup plus excitants que les rouges. Pour nous, occidentaux, c'est un peu surprenant, mais nous n'avons qu'un ou deux blancs. En latin classique, il y a deux mots, mais dans les langues modernes, il n'y en a plus qu'un, alors qu'il y a des langues asiatiques ou africaines où le lexique des blancs est particulièrement développé. Donc, tout ça est très, très, très culturel. Mais aussi loin qu'on puisse regarder, en Occident, le blanc est tonique, probablement parce qu'il est associé au sang, à la vie, à l'énergie, à la puissance. Ça peut être pris en bonne ou en mauvaise part. Et donc, dans mauvaise part, ça va être la violence, la colère, les crimes de sang, la guerre aussi. Le rouge est la couleur de la guerre. Chez les Romains, c'est la couleur du dieu Mars. Et pendant des siècles et des siècles, un soldat, ça doit s'habiller de rouge. L'armée française l'a fait jusqu'à l'automne 1914 avec son fameux pantalon Garance, dramatique, qu'on a abandonné en 1915. Ça faisait des cibles vivantes. Voilà, alors que les autres armées avaient déjà abandonné la couleur rouge pour les uniformes. Donc, il y a un lien entre rouge, guerre, violence, virilité, énergie, qui vient de très loin. Voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est que vous nous avez parlé de la fameuse révolution du bleu que vous aviez constatée. Il y a des couleurs qui subissent révolution, des couleurs qu'on aime et qu'on déteste, et il y a des basculements. Là, le rouge, ça a toujours été, même dans les textes anciens, le rouge, ça a toujours été la couleur du sang, et donc une couleur particulière. Oui, le cas du rouge est intéressant parce que c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture. Voilà. En peinture dès le Paléolithique, en teinture dès le Néolithique. L'homme a peint bien avant de teindre. Et ça lui a donné une force symbolique, une avance sur les autres couleurs que le rouge a gardé jusqu'à aujourd'hui. Symboliquement, c'est la couleur la plus forte. Quand je demande à de jeunes enfants de nommer les couleurs qu'ils connaissent, ils commencent toujours par le rouge. Oui. Mais dans la culture matérielle et dans la vie quotidienne, depuis la fin du Moyen-Âge, le rouge est en recul. Si on réfléchit à qu'est-ce qui est rouge dans le spectacle de la rue ou dans nos appartements, il n'y a pas grand-chose de rouge. Il y a des accents rouges, des signaux, de la signalétique dans la rue, en général pour interdire ou pour prévenir d'un danger. Oui. Mais le rouge est en recul par rapport au gris, au noir, au blanc, au bleu dans la vie quotidienne. Là, la réforme protestante a joué un rôle important parce que les grands réformateurs protestants du XVIe siècle partent en guerre contre les couleurs trop vives. Le vert, le jaune et surtout le rouge, couleur voyante, couleur des papistes en plus pour eux. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais ces morales civiques et chrétiennes du rouge expliquent un certain recul dans le vêtement, notamment. Alors évidemment, vous me tendez la perche. Pourquoi est-ce que c'est une couleur romaine, le rouge? Pourquoi est-ce que les cardinaux sont en rouge? Et le pape en blanc, vous allez aussi nous l'expliquer pendant qu'on y est. Il devrait être en rouge, lui aussi. Il a longtemps été un homme rouge, puis un homme rouge et blanc, et aujourd'hui un homme blanc. Oui. Et les cardinaux portent chapeau rouge distinctif depuis la fin du XIIIe siècle, et habits totalement rouge depuis le début du XIVe siècle. C'est le rouge des martyrs, c'est-à-dire... C'est l'idée que les cardinaux sont les premiers qui vont verser leur sang pour la défense de la foi. Donc, ça doit se montrer par la couleur de leur habit. C'est l'idée que la papauté a choisie pour cette couleur qui habille le Sénat romain, enfin, du point de vue chrétien, les cardinaux, en quelque sorte. Je reviens donc à mon ordre liturgique. On a parlé du vert, du blanc et de l'or, du noir, du violet. On a parlé aussi du rouge. On n'a pas parlé du jaune. Non, pourquoi il n'y a pas de jaune ? Le jaune n'est pas une couleur liturgique, probablement parce que très tôt, le jaune qui est valorisé par les Grecs et par les Romains se dévalorise.
pendant le Haut Moyen-Âge et surtout au Moyen-Âge central. Donc, quand le système des couleurs liturgiques, une fois encore, se met en place entre l'époque carolingienne et le XIIIe siècle, le jaune est devenu une couleur dont on se méfie, associée à la trahison, au mensonge, à la félonie. Et donc, le choisir comme couleur liturgique, c'était un peu gênant pour exprimer des idées quand même valorisantes et valorisées. Donc, on l'a laissé de côté. Certains diocèses, pour telle ou telle fête locale, parfois l'emploi, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc ça explique aussi ce que je disais en commençant à propos de Judas. Judas étant le type même du félon, il est forcément de la couleur de la félonie, le jaune. Oui, dans les évangiles ne parlent pas de l'aspect physique de Judas, mais ni de son vêtement. Ni de son vêtement, ni de ses attributs, mais assez rapidement, les textes d'abord, les images ensuite, lui donnent tout un cortège d'attributs dès l'époque carolingienne, puis après l'an 1000. Et parmi ces attributs, qui se font de plus en plus nombreux au fil du temps, il y a la chevelure rousse, la pilosité rousse, parce que la barbe l'est aussi, et puis la robe jaune, ou un vêtement jaune, la couleur des traîtres, des félons, des menteurs, c'est l'apôtre félon. Et ensuite, on va voir la bouchée accusatrice, la bourse aux 30 deniers, parfois un chien à ses pieds. Et puis, dans les images, Judas est assis ou dans une attitude particulière qui le distingue des autres apôtres. Il a un nimbe noir ou pas de nimbe du tout. Donc, à partir du XIIIe siècle, ce n'est pas possible de ne pas reconnaître Judas dans une image, spécialement dans celle de la scène. C'est intéressant ce que vous avez fait, parce que en expliquant Judas, vous avez repassé en revue une partie des couleurs, et donc là aussi, lorsque l'on regarde un tableau ancien, il faut avoir vos livres, j'allais dire, sous le coude, parce que toutes les couleurs ont du sens. Elles sont codées, plus ou moins codées, et en tout cas pour la peinture médiévale et encore une partie de la peinture de l'époque moderne, la fonction proprement artistique et esthétique, ça n'est pas la même chose, de la couleur existe bien sûr, mais la fonction iconographique, c'est-à-dire la couleur comme code, occupe une place très très importante, et il faut connaître ces codes, et ça peut être la couleur prise toute seule ou plutôt le système des couleurs dans son ensemble, qui va dire qui est qui, à quel groupe appartient tel personnage, quelle fonction il exerce, et éventuellement, d'un point de vue moral ou social, à quel rang il se situe, un bon, un mauvais, quelqu'un de bien né, quelqu'un de moins bien né. Tout ça s'exprime dans l'image par la couleur. Il y a une dernière question que j'aurais pour ce système liturgique, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des couleurs mélangées? Moi, j'aurais bien vu des étoiles rouges et blanches, ou jaune, enfin non, on n'a pas dit jaune, alors or et violette. Oui, priorité à l'uni dans les codes construits autour de la couleur. Oui. D'abord, c'est plus limpide, et puis une méfiance très grande envers le bariolé, le rayé, le tacheté, le compartimenté. C'est au fond un héritage du Lévitique et du Deutéronome qui décrète les mélanges plus ou moins tabous. Hein. Tu ne mélangeras pas ceci et cela. Ça vaut aussi pour les couleurs, notamment quand elles sont sur une même surface, quand elles ne forment qu'un même plan. Ouais. Donc, une étoffe rayée ou une étoffe échiquetée à damier, associant deux couleurs, c'est moins bien qu'une étoffe unie. Ça peut même être une façon, dans les codes iconographiques, au Moyen-Âge par exemple, de mettre en scène des personnages mauvais. On leur donne un vêtement rayé ou un vêtement à damier. Tout de suite, on sait qu'on va avoir affaire à quelqu'un de moins bien que les autres, voire de franchement négatif. Là encore, les traîtres, les félons, les exclus, les réprouvés. Ou Arlequin, le fou. Ou alors les fous. Et c'est vrai que la rayure est souvent associée aux jongleurs, aux battleurs, aux comédiens, aux musiciens et aux bouffons, bien sûr. Dernière question, on arrive à la toute fin de l'émission, et j'aimerais qu'on passe un peu en revue certains de vos ouvrages. Comment vous voyez l'évolution actuelle du système des couleurs? Est-ce qu'on est vers une perte de richesse, ou au contraire, vous pensez que votre successeur dans 2000 ans aura encore beaucoup de choses à raconter? Je ne sais pas. D'abord, il faut bien distinguer couleur et nuance. Je suis parfois très en colère quand on emploie le mot couleur pour désigner des nuances. Non, il y a 6 couleurs de base, en tout cas en Occident. Blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Il y a 5 couleurs du deuxième rang, le violet, l'orangé, le rose, le gris et le brun.
ça fait 11. C'est pas vraiment une totalité, il faudrait faire 2. Et puis après, il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances. Vert bouteille, bleu indigo, rouge brique, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances de couleurs. On décline les couleurs. Et ces nuances n'ont pas d'histoire. Et d'ailleurs, elles sont perçues différemment selon qui regarde, selon l'éclairage, selon la matière. Alors, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que trop de couleurs tue la couleur. Et donc, il y a une perte de sensibilité aux couleurs qui est très grande. Les enfants, dès l'école maternelle, disposent d'une boîte de 50 feutres pour une somme ridicule. Donc, ils n'apprennent plus, comme nos grands-parents, à mélanger 2 couleurs pour en faire une 3e. Donc, il y a une perte de créativité. Ça se voit d'ailleurs quand on visite des expositions de jeunes plasticiens. Les couleurs, le plus souvent, sont traitées telles qu'elles sont au sortir du tube. On ne travaille plus les couleurs comme nos aînés. Oui. Donc je crois qu'il y a une perte d'intérêt, de sensibilité. C'était une joie, une fête, un plaisir, une richesse autrefois, les couleurs. Mon père prétendait, mais il fabulait un peu, que pour Noël, il recevait un crayon rouge, un crayon bleu et une orange, et que c'était magnifique. Vous l'avez cru? Son arrière-grand-père peut-être. Mais ça n'est plus du tout le cas. Nous sommes entourés de couleurs. Parfois même trop de couleurs, c'est insupportable. Dans un quartier défavorisé, certains architectes et urbanistes, pour redonner vie au quartier, mettent des grands aplats de couleurs vives. Oui. Et au bout de 3 semaines, la population signe des pétitions pour qu'on remette du blanc et du gris. Eh bien, c'est là-dessus qu'on terminera. Michel Pastoureau, alors, je l'ai présenté, le dernier né, si j'ose dire. Voilà, il a quelques semaines. Il a quelques semaines. Oups, c'est le Rouge, qui est donc paru aux éditions du Seuil. Juste avant, il y avait le Vert, également paru aux éditions du Seuil. Et puis, vous avez aussi fait paraître, il y a peu, en collaboration avec Dominique Simonet, Les couleurs expliquées en images. Voilà. Et puis, alors, il y a tous les autres que j'invite aussi, où j'invite les téléspectateurs à aller voir, le bleu, le noir. Et peut-être la dernière question, ça va être quoi la prochaine couleur ? Eh bien, donc, dans cette série qui s'appelle Bleu, Noir, Vert, Rouge, Histoire d'une couleur, le volume en chantier, c'est le jaune, la couleur restante. Donc, jaune, Histoire d'une couleur, est en préparation. Va falloir attendre encore 2 ans à peu près. Eh bien, on attendra avec impatience. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne. Le regarder autant de fois que vous le voulez. C'est www.ktotv.com. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.